Bonsoir à tous et toutes et bienvenue pour une nouvelle rencontre Épique Époque, un cycle de conférences qui aborde des sujets d'actualité et des grands défis de société adressés par les regards croisés de scientifiques et de professionnels de différentes disciplines. Ces rencontres ont lieu chaque mois, gratuitement, dans l'incroyable planétarium du Jardin des Sciences de l'Université de Strasbourg et sont enregistrées pour être rediffusées en podcast par la suite. La soirée est également capturée en direct par Amina Bouajila, illustratrice strasbourgeoise, dont vous pourrez admirer le talent en fin d'émission, ainsi que sur les réseaux sociaux du Jardin des Sciences. Je vous propose d'applaudir pour l'organisation de ces rencontres Margot Zink, qui est chargée de programmation des conférences et d'actions culturelles en territoire, ainsi que tous les personnels du planétarium du Jardin des Sciences pour l'accueil, l'organisation des rencontres, la technique en amont de tous les événements. Un grand tonnerre d'applaudissements. Je m'appelle Eléa Eberlé, je suis médiatrice scientifique indépendante et j'aurai le plaisir d'animer cet échange ce soir. Alors c'est le dernier de la saison de l'année scolaire, autour d'une question qui va sûrement vous interpeller, qui vous a sûrement interpellé. Qu'est-ce que la vie miroir? Alors c'est un thème qui n'est pas forcément très médiatisé, très grand public de prime abord. Même quand on pose la question à des chercheurs de certains domaines, ils savent pas tous de quoi il s'agit, la vie miroir. Mais c'est un sujet qui a un peu attiré l'attention en 2025. Ce qui s'est passé, c'est qu'en décembre 2024, il y a un groupe interdisciplinaire de chercheurs, 38 chercheurs, qui venaient de plein de pays, France, Brésil, Chine, Allemagne, Japon, etc. Ils ont publié un article dans la revue Science, qui est une grosse revue scientifique, accompagné d'un rapport technique détaillé qui avertissait que les bactéries miroirs pourraient poser des risques inédits pour les humains, les animaux non humains, les plantes et les écosystèmes. Une grande menace, donc. L'article s'appelle Confronting Risks of Mirror Life, affronter les risques de la vie miroir, en français. Et donc, on s'est posé la question, est-ce qu'une forme de vie alternative, miroir de la nôtre, est possible? Est-ce qu'elle va nous anéantir? C'est la question qu'on aborde très sérieusement ce soir avec Stéphane Bellemin-Laponaz, qui est chercheur en chimie à l'Université de Strasbourg et au CNRS, et Coraline Rigouin, maîtresse de conférences en microbiologie et biologie synthétique à l'Université de Strasbourg. Bienvenue, vous pouvez les applaudir également. Bonsoir. Alors, avant de commencer, est-ce que vous pouvez juste rapidement nous dire en quoi consiste votre métier et en quoi, pourquoi vous avez été invité ce soir pour parler de ce sujet? Je démarre. Ok, bonsoir à tous. Donc moi, je suis Coraline Rigouin. Donc comme l'a dit Léa, je suis maîtresse de conférences. Donc je suis enseignante et chercheuse. Et mes domaines, c'est la microbiologie et la biologie synthétique. Donc j'étudie les bactéries. Et je m'intéresse plus particulièrement donc déjà à les comprendre et aussi à les modifier pour les rendre plus performantes sur certaines tâches, notamment la production de molécules d'intérêt thérapeutique par exemple. Voilà. Bonsoir à toutes et tous. Donc Stéphane, je suis chercheur en chimie. Mon activité donc tourne autour des molécules, étudier la réactivité, la synthèse de molécules et leurs applications. Et donc les applications de la chimie, on les connaît toutes, les connaît tous. Ça peut être dans tous les domaines de la vie, que ce soit la médecine, la peinture ou les plastiques. Donc on a des applications très vastes en fait par rapport aux molécules qu'on étudie au laboratoire. Merci beaucoup. Alors, pour parler de vie miroir, à un moment, il faut qu'on parle de symétrie et de monde vivant. Donc, ce que je vous propose, est-ce que Stéphane, tu peux commencer par nous expliquer un peu ce concept de symétrie en chimie, déjà? Oui, tout à fait. Donc, le thème de ce soir, c'est un thème autour de la biologie. Et moi, je suis chimiste, donc ça paraît assez surprenant. Mais en réalité, les fondements même de la vie miroir trouvent les racines dans la chimie. Et donc, il faut d'abord introduire des concepts. Et un concept qui n'est pas de la chimie, c'est de la symétrie. Donc, on va plutôt parler de mathématiques. Donc, j'ai une question toute simple. Est-ce que vous connaissez un terme qui s'appelle la chiralité ? Est-ce que certaines personnes connaissent ce terme? Et si oui, il y a quand même quelques personnes qui connaissent ce terme. Donc la chiralité, ça vient de ker, qui veut dire main. Et la définition de ce qu'on appelle la chiralité, c'est en fait tout objet et son image miroir. Si on regarde une image miroir d'un objet, si cette image miroir n'est pas superposable à l'objet, alors l'objet est chiral.
Un exemple, je vais me lever pour montrer ça. Lorsqu'on regarde notre main dans un miroir, on a en fait, par exemple, si on prend notre main gauche, on va avoir notre main droite dans le miroir. Et si on regarde ces deux mains, donc c'est l'image de l'une de l'autre, elles ne sont pas superposables. Donc on appelle ça un objet qui est chiral. Et ce concept de chiralité qui paraît relativement simple, en fait, on le rencontre partout dans la vie, au quotidien. Et je vous ai mis quelques exemples pour vous montrer que la chiralité se trouve partout. Donc si on regarde sur la gauche, on a la cathédrale de Strasbourg. Et si je regarde l'image miroir de la cathédrale de Strasbourg, on voit que la flèche n'est plus du même côté. Et donc c'est un objet qui est chiral. Et ce concept-là, en fait, on le retrouve partout. Notre voiture, on roule à gauche. L'image d'une voiture, c'est le volant à droite. Donc, il y a énormément en fait, d'objets dans la vie qui vont avoir cette chiralité. Et typiquement, si je regarde par exemple une paire de ciseaux, vous voyez que si on prend une paire de ciseaux, on sait tous que si on est droitier, on n'a pas de problème avec les ciseaux, mais si on est gaucher, on n'arrive pas à utiliser les ciseaux au courant. Il y a des ciseaux pour les gauchers. Pourquoi ? Parce qu'une paire de ciseaux, c'est un élément chiral. L'image du ciseau du droitier, c'est le ciseau qui va au gaucher. Et cette chiralité, dans certains cas, il faut qu'on la gère. Typiquement, si je prends une horloge, donc si je regarde une horloge classique, on a décidé qu'on allait mettre les chiffres dans un sens, le sens horaire. Et si je regarde une image de cette horloge, on voit que ça tourne dans l'autre sens. Donc une horloge, c'est un élément qui est chiral, mais on a fait le choix, par principe, pour qu'on parle tous le même langage, entre guillemets, d'utiliser que le cas où en fait, on tourne dans le sens horaire. Donc ces objets-là, c'est des objets de la vie courante qui sont chiraux, mais finalement, on doit faire le choix entre ces deux éléments pour qu'on puisse tous comprendre de quoi on parle. Maintenant, si je parle, donc tout ça, c'est des objets que l'homme a créés, mais maintenant, si je regarde dans la vie, dans le vivant, si je regarde des objets qui sont créés dans la vie, on a aussi également cette chiralité. Si je prends une coquille d'escargot, donc là, il est représenté une coquille d'escargot et son image miroir. En fait, si on va dans la nature, si vous prenez un escargot, vous verrez qu'ils sont tous avec la forme droite. Mais une fois sur 20 000, vous allez avoir la forme gauche. Donc essentiellement, la vie s'est construite sur un objet qui est la vie des escargots, s'entend, c'est construite sur qu'une des deux formes. Et de temps en temps, il y a un cas pathologique, entre guillemets, où il a la forme gauche qui n'est pas évidente pour vivre, d'ailleurs, pour lui. Et là, j'ai représenté juste deux humains. Et j'ai une question toute simple. Est-ce que nous, on est chiral, à votre avis ? Si je regarde ces objets-là, on va dire, l'image de moi-même, est-ce que je suis chiral ? Est-ce que l'image de moi-même dans un miroir, est-ce que c'est superposable à moi-même ? En l'apparence, on va dire, non, on n'est pas chiral, mais en réalité, on l'est, parce qu'on a tous le cœur à gauche, on n'a pas le cœur à droite. Et l'image de moi-même dans un miroir, ça va être le cœur à droite. Alors, il existe des personnes qui ont le cœur à droite, mais on sait tous que le cœur est à gauche. Donc, on est un objet chiral, en fait. Donc, maintenant, si je vais encore plus loin dans la vie, et je passe à l'échelle macroscopique à microscopique, et je vais jusqu'à la molécule, on se rend compte que également les molécules sont chirales. Si on sait tous que l'ADN, c'est une hélice qui tourne dans un sens et pas dans l'autre, exactement comme un tire-bouchon. Le tire-bouchon, c'est un élément chiral. Et là, on a fait le choix d'avoir que des tire-bouchons qui tournent vers la droite. On pourrait très bien avoir des tire-bouchons qui tournent dans l'autre sens. Mais là, ça ne pose pas de problème pour les gauchers, donc on n'a pas créé des tire-bouchons pour les gauchers. Mais si on regarde l'ADN, c'est un élément qui tourne dans un sens et pas dans l'autre. Donc la vie s'est construite sur une forme, la forme droite ou la forme gauche, et pas les deux en même temps. Et si je vais encore plus loin, les protéines, c'est la même chose. Une protéine, ce sera un enchaînement d'acides aminés qui sont des molécules chirales. Et donc là, j'arrive à la molécule. Et en fait, la molécule elle-même peut être chirale. La molécule qui est représentée ici, qui est une représentation simple, vous voyez son image miroir. Si je prends l'image miroir de cette molécule, elle n'est pas superposable avec elle-même. Donc ça veut dire que cette molécule, elle est chirale. Donc si je pars de cette idée-là,
et que la vie s'est construite que sur un des deux éléments, alors tout ça induit cette chiralité, cette asymétrie qu'on voit dans la vie. Alors maintenant, je vais juste ouvrir une parenthèse, parce qu'à Strasbourg, ça paraît important de dire ça également. Est-ce que vous savez qui a découvert la chiralité moléculaire? Est-ce que vous avez une idée de la personne, du scientifique que vous connaissez tous? En fait, c'est Louis Pasteur. Louis Pasteur, avant d'être un biologiste, une personne qui a contribué dans la vaccination, dans la microbiologie, tous ces domaines-là, c'est d'abord été un chimiste. Et à l'issue de sa thèse, il s'est intéressé à des problèmes liés à la chiralité. En fait, pour vraiment, donc ce que vous voyez là, c'est une image des molécules qu'il a utilisées pour faire ses découvertes à l'École normale supérieure de Paris. C'est une image que j'ai eu la chance de prendre parce qu'il y a encore les armoires avec les produits. Bon, ils sont plus trop cristallins, vous voyez qu'ils sont devenus ils ont un peu vieilli, mais c'est les molécules que Pasteur a utilisées. En fait, Louis Pasteur, il s'est intéressé à l'acide tartrique, tout simplement parce qu'il y avait un pharmacien en Alsace, à Thann, qui, en produisant du vin, a vu des cristaux. Et vous avez vu, quand on a du vin qui vieillit, on a des cristaux. Ces cristaux, c'est de l'acide tartrique. Il a commencé à étudier un peu les propriétés de ces molécules. Il a contacté Pasteur, il a envoyé ces molécules à Pasteur parce qu'il trouvait qu'il y avait des propriétés bizarres. Et Pasteur, de son côté, il a décidé de faire la synthèse de ces molécules. Donc, en fait, l'acide tartrique, c'est ce que vous voyez là. Et cette molécule, elle est chirale. Et s'il fait la synthèse, il va faire la synthèse de la forme gauche et de la forme droite statistiquement de façon égale. Et lorsqu'il cristallise, il a observé, donc Louis Pasteur a observé qu'il avait deux types de cristaux qui sont les miroirs l'un de l'autre et ne sont pas superposables. Alors que s'il prend la molécule naturelle qu'il avait reçue de ce pharmacien de Thann, il n'a qu'un des deux types de cristaux. Et à partir de cette simple observation, donc ça c'est le cahier de laboratoire de Louis Pasteur à l'époque, il en a déduit que la vie s'était construite sur des éléments chiraux et qu'il n'y avait qu'une des deux formes qui construit la vie. Et si on regarde dans ses publications, il y a cette fameuse phrase connue « Seuls les produits nés sous l'influence de la vie sont dissymétriques ». Donc il parle de dissymétrie. Il faut quand même voir qu'on est en 1847, on ne savait même pas ce que c'était une molécule chirale, c'est-à-dire avant même de savoir comment était la molécule, il en avait déduit que la vie s'était construite sur cette chiralité. Donc seule la vie... seuls les produits nés sous l'influence de la vie sont dissymétriques, cela parce qu'à leur élaboration président des forces cosmiques qui sont elles-mêmes dissymétriques. Alors le terme force cosmique paraît un peu bizarre parce qu'on est à une époque où on n'est pas très avancé. Force cosmique, c'était sous-entendu peut-être des forces électromagnétiques, la force de gravimétrie, la lumière, enfin toutes ces choses-là. Mais le concept même de la chiralité et le fait que la vie est construite sur la chiralité et que sur une des deux formes, voilà, Pasteur l'avait déjà compris à ce moment-là. Donc notre vie s'est construite sur des acides aminés, des molécules chirales, mais que l'une des deux formes. Donc toute la vie, donc là ce que vous avez, c'est la liste des acides aminés qui constituent nos protéines. La forme miroir n'existe pas. On n'est pas fait de ces éléments-là, on est fait des éléments des acides aminés de la gauche sur le dessin. La conséquence de ça, c'est exactement comme à l'échelle macroscopique, si je veux serrer la main de quelqu'un, j'ai ma main droite, je serre la main droite de quelqu'un, on a une reconnaissance, mais si je veux serrer la main gauche avec ma main droite de quelqu'un, vous voyez qu'on n'arrive pas à se serrer la main. Les molécules, c'est la même chose, à l'échelle moléculaire, il y a une interaction favorable entre la forme gauche et la forme droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si je prends une molécule qui est chirale, donc la molécule qui est indiquée ici, c'est la carbone, il y a deux formes, gauche-droite, comme la cathédrale gauche-droite que vous avez montré. Il y en a une qui sent le carvi, donc d'ailleurs c'est pour ça que ça s'appelle la carbone, mais si je prends l'autre forme, ça sent la menthe. Mais c'est la même molécule, sauf que c'est une qui est l'image de l'autre. Donc ça, c'est pour les odeurs, mais on peut aller aussi sur les médicaments. Évidemment, comme on est fait de molécules chirales, les médicaments peuvent être chiraux. Et là, j'ai un exemple assez marrant, parce que même le terme, dans l'industrie pharmaceutique, ils ont pris le Darvon et le Novrad. Vous voyez que c'est la symétrie au niveau du terme du médicament. Une forme, la forme gauche, a une propriété analgésique.
Et la forme droite, propriété antitussif. Donc vous comprenez bien qu'on ne peut pas manger ce médicament s'il a les deux formes ensemble. On est obligé de séparer les deux. Et il y a des cas dramatiques où en fait, notamment le cas du thalidomide, peut-être vous avez entendu parler de ça, des médicaments qu'on donnait aux femmes enceintes comme relaxants, la forme gauche était active et la forme droite était tératoxique, induisait donc des malformations sur les bébés. Donc ça, dans les années 60-70. Et pour être plus concret, des médicaments que vous connaissez tous, l'ibuprofène. Si je prends l'ibuprofène, c'est une molécule qu'on connaît tous, mais en fait, cette molécule, elle est chirale. Lorsqu'on prend 400 mg de ce médicament, en fait, il y a 200 mg de la forme gauche, 200 mg de la forme droite. La forme droite, donc c'est celle-ci, n'est pas active. Il n'y a que la forme gauche qui est active. Et donc, les chimistes, maintenant, sont capables de les séparer. Et c'est pour ça que maintenant, on voit un nouveau médicament qui s'appelle le dexibuprofène, qui n'est pas encore en France, on peut le trouver en Allemagne. Vous voyez que la publicité vous dit 200 mg égale 400 mg. C'est logique, parce qu'en fait, il y a 200 mg de l'ibuprofène qui sont de la forme qui n'interagit pas avec notre corps. Donc, ça ne sert à rien de manger un médicament avec ce mélange-là. Donc, voilà. La conclusion de ma partie en tant que chimiste, vous voyez que l'origine de cette notion de vie miroir, elle trouve son origine au niveau de la molécule. La molécule va transmettre l'information à l'échelle macroscopique, comme notre cœur par exemple, ou l'ADN et ces choses-là. Et bien évidemment également sur les bactéries. Et donc je vais passer la parole à ma collègue pour passer sur un côté plus biologique. Oui, alors du coup, peut-être avant de passer directement à l'échelle bactérie, est-ce que juste on peut se rappeler là comment est-ce qu'on construit du coup quelque chose qui est vivant et c'est quoi exactement une bactérie dans le monde vivant? Peut-être qu'on peut refaire un peu, et là je pose la question à la microbiologiste de la salle. Comment ça s'organise en fait le vivant et comment on passe d'une molécule à une bactérie? Ok, donc le vivant s'organise autour de cellules, on va dire. Nous, on est composé de plusieurs tissus qui sont eux-mêmes composés de plusieurs cellules. Et ce sont des cellules qu'on appelle eucaryotes, qui sont un peu complexes, avec un noyau, par exemple. Et les bactéries, elles, ce sont des organismes qui sont unicellulaires. Donc, c'est juste une cellule, et une cellule relativement simple, parce qu'elle a une paroi faite de membranes, et il n'y a pas de noyau. On a le chromosome en fait à l'intérieur de la bactérie. Donc en fait c'est un être vivant relativement simple parce que c'est une cellule. Donc derrière nous, on a une image au microscope électronique. Exactement. Donc là vous voyez à quoi ressemble une bactérie. En l'occurrence, c'est Escherichia coli, qui est une bactérie assez connue. C'est notre bactérie de laboratoire. C'est celle qu'on utilise le plus et qu'on étudie le plus. Et donc, vous voyez que c'est microscopique. C'est 1 million de fois plus petit qu'un dé. Et donc, c'est des micro-organismes qu'on regarde évidemment au microscope quand on veut les étudier. Alors du coup, ça ressemblerait à quoi une bactérie miroir? Alors donc la bactérie, comme on l'a indiqué, elle est faite des éléments qui construisent le vivant. Donc elle est faite d'ADN, qui est droitier, comme l'a expliqué tout à l'heure mon collègue. Et elle est faite aussi de protéines, qui elles-mêmes sont des molécules chirales. Et puis elle est faite de plein d'autres molécules, des sucres par exemple, la paroi de la bactérie, elle est faite de lipides qui peuvent aussi eux avoir une chiralité. Et à la surface des bactéries, on trouve souvent des sucres qui eux aussi ont une chiralité. Donc en fait, on a une cellule qui intrinsèquement est composée de molécules chirales. Et donc une bactérie miroir, par définition, serait une cellule qui possède tous les composants en version miroir. Donc un ADN qui tourne à gauche, des protéines droitières par exemple, si elles étaient gauchères, si elles sont gauchères chez la bactérie classique, et ainsi de suite. Alors quel intérêt du coup ça peut avoir d'essayer de fabriquer des bactéries miroirs ?
Alors, pour comprendre l'intérêt que peut avoir d'obtenir des bactéries miroirs, il faut peut-être déjà comprendre quel est l'intérêt d'étudier et d'utiliser les bactéries de manière générale. Donc, les bactéries, elles sont présentes partout. Il en existe des pathogènes, des non pathogènes. Elles sont impliquées dans plein d'interactions avec les animaux, les végétaux, sur Terre. Elles sont responsables des cycles géochimiques de la Terre, donc elles sont indispensables. Et nous, les microbiologistes, non seulement on essaye de mieux les comprendre, mais on essaye aussi de les utiliser. On sait utiliser les micro-organismes. Par exemple, on utilise les levures depuis la nuit des temps pour faire de la bière ou du vin. Et on a appris à détourner un petit peu certains micro-organismes, tels que Escherichia coli que je montrais tout à l'heure, pour leur faire produire des molécules d'intérêt. Et je pense que le meilleur exemple, c'est la production d'insuline, qui est donc une molécule utilisée pour traiter des patients diabétiques, qui autrefois était extraite d'animaux et qui aujourd'hui est produite par des bactéries parce qu'on sait comment ajouter le gène qui code pour l'insuline dans une bactérie et de demander à la bactérie de la produire en grande quantité. Et donc on en vient à l'intérêt d'avoir des bactéries miroirs. Comme tu l'as expliqué tout à l'heure, il y a certains médicaments, c'est que la forme gauche ou la forme droite qui sont efficaces. Et donc si on a une bactérie qui produit une molécule gauche, on va dire, mais que nous, on est intéressé par la molécule droite, alors ça peut être intéressant d'avoir la bactérie droitière qui va produire la molécule droite. Parce que dans ces cas-là, on est capable de produire un type de molécule et en grande quantité. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que les bactéries, elles sont capables de se multiplier rapidement. Elles ont besoin de quelques nutriments et on est capable, à partir de quelques litres de culture de bactéries, d'obtenir des milligrammes et parfois des grammes de composés d'intérêt. Ok, alors petite question quand même, on se représente très bien comment en chimie on arrive à produire des molécules et tout ça, on fait des réactions dans des tubes. Est-ce que, comment ça se passe en biologie? Est-ce qu'on arrive à recréer des formes simples de vie comme ça? C'est un peu le grand domaine de la biologie synthétique, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est à modifier les bactéries pour leur faire produire différents types de molécules. On n'arrive pas à leur faire produire tout ce qu'on veut parce qu'il y a des molécules qui sont très complexes et que la bactérie n'arrive pas forcément à faire. J'ai perdu le début de ta question. Oui, c'était sur la biologie synthétique, oui. Le fait d'essayer de recréer des organismes vivants. Du coup. On sait modifier les bactéries. Ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, c'est recréer un organisme vivant à partir de rien. Donc à partir de simples molécules, on va dire, donc l'ADN, des sucres, des lipides, des protéines, on ne sait pas fabriquer un organisme vivant et une bactérie en particulier qui est la forme la plus simple d'un organisme vivant. Ça, on ne sait pas le faire. Est-ce qu'il y a eu des tentatives quand même Alors oui, il y a des tentatives. Il y a beaucoup d'équipes qui s'intéressent à recréer une cellule synthétique. Il y a deux façons de le faire. Soit on part de constituants élémentaires, donc on l'a dit, l'ADN, les sucres, les protéines, et on essaye d'assembler tout ça pour que ça forme une cellule synthétique et qui est capable de se multiplier, de se développer, etc. Soit on part d'organismes que l'on connaît et que l'on peut essayer de modifier pour obtenir la forme de vie que l'on souhaite. Donc, par exemple, pour les bactéries miroirs, il y aurait deux façons de faire. Soit on les construit à partir des molécules élémentaires miroirs, soit on part d'une bactérie qui existe déjà et que l'on change pour qu'elle devienne la forme miroir. Ok. Et alors, donc, cet intérêt de faire un miroir, ce serait pour produire du coup des molécules de symétrie opposée. Alors, quel genre de problème ça pourrait poser? Parce que sur le papier, ça a peut-être l'air d'être une bonne idée. Alors, avant peut-être de parler des problèmes, il y a un autre intérêt aussi à développer des bactéries miroirs. C'est aussi d'essayer de comprendre
comment la vie est apparue sur Terre et pourquoi est-ce qu'il y a une chiralité qui est apparue plutôt qu'une autre. Et on dit souvent que ce que l'on comprend, c'est ce que l'on arrive à créer. Et donc l'idée aussi des scientifiques, c'est de réussir à comprendre pourquoi la vie sur Terre a évolué avec une certaine chiralité et pas une autre. Ok, donc ça c'est un des grands enjeux. On n'a pas de réponse à cette question à l'heure actuelle. Enfin... Oui, c'est une question, je ne sais pas si on aura un jour la réponse. La vie est construite sur des molécules chirales. On n'a qu'une des deux formes dans la vie. Donc à partir de ça, si on veut faire comprendre, il y a plusieurs questions. Il y a comment et pourquoi. Donc comment, il y a plein de théories, il y a pas vraiment de preuves. On peut émettre des théories pour expliquer ça, mais ça reste une question fondamentale. Et est-ce que c'est statistique ? Et statistiquement, la vie a démarré avec une forme et pas l'autre, ce qui voudrait dire que statistiquement, il peut y avoir une autre planète. On sait qu'il y a des gens qui ont calculé qu'il pouvait y avoir d'autres planètes vivantes où il y avait où la vie s'est construite. Elle aurait très bien pu elle peut s'être construite sous l'autre forme. Donc notre vie miroir peut exister sur une autre planète et on ne pourrait pas interagir avec eux, on ne pourrait pas manger leurs protéines, on ne pourrait pas digérer les protéines et ces choses-là. Donc tout ça, c'est des questions très fondamentales, mais la chiralité moléculaire, c'est une question fondamentale de l'origine de la vie, en fait. Donc actuellement, on travaille sur cette chiralité. On se dit on pourrait faire des bactéries miroirs, mais on n'en est pas là. On ne sait pas le faire. Du coup, la question, c'est peut-être si on revient un peu sur ce fameux article sur les risques de la vie miroir. Quels risques ça présente réellement les bactéries miroirs si on sait qu'on n'est pas capable de le faire ou de les fabriquer? Est-ce que c'est juste une vue de l'esprit? Alors, je suis allée lire ce fameux article et du coup, selon l'analyse présentée, les bactéries miroirs pourraient représenter un risque vis-à-vis du système immunitaire, vis-à-vis de l'environnement. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu en quoi ça pose un risque, justement? Oui, alors, donc, comme on l'a dit, aujourd'hui, la bactérie miroir n'existe pas et on est loin de pouvoir la synthétiser. Mais avec les avancées technologiques qui existent, c'est quelque chose qui pourrait être possible dans les dizaines d'années à venir. Et donc, en effet, ça représente potentiellement une menace parce que, comme on l'a déjà dit, la vie sur Terre, elle est faite de toutes ces interactions qui sont basées sur une chiralité. Et si tout à coup on a une bactérie miroir qui arrive, on ne sait pas du tout comment est-ce qu'elle va interagir avec l'homme, avec les plantes, avec l'environnement. Par exemple, si on prend l'homme comme exemple, si on a une bactérie miroir qui pénètre dans notre corps, notre système immunitaire, potentiellement, il ne va pas être capable de la reconnaître. Parce que nos cellules immunitaires, elles ont cette reconnaissance de certains motifs qui sont chiraux. Et si la bactérie porte les motifs opposés, nos cellules immunitaires ne vont pas les reconnaître. Donc potentiellement, on aura une incapacité à combattre une infection par des bactéries miroirs. L'autre problème aussi, c'est que aujourd'hui, quand on a une infection à une bactérie, on sait généralement les traiter avec des antibiotiques. Et ces antibiotiques, il se trouve que c'est des molécules chirales, donc il y en a souvent une des deux formes qui est active contre la bactérie parce que la molécule va reconnaître la protéine et sa chiralité. Et donc la majorité des antibiotiques ne seraient pas capables d'inhiber la croissance des bactéries miroirs. Donc ça représente une menace pour l'homme, ça représente aussi une menace pour les plantes par exemple, parce que de la même manière que nous on a un système immunitaire, des défenses naturelles, les plantes ont des défenses naturelles aussi, qui sont souvent basées sur des récepteurs qui détectent des molécules,
qui ont une chiralité. Donc, si les récepteurs sont plus capables de détecter les molécules, les bactéries vont pouvoir aussi infecter les plantes. Les agents de biocontrôle qu'on peut avoir ne vont pas être possiblement capables d'éliminer non plus la bactérie miroir. Et donc, on peut se projeter dans l'environnement où cette bactérie miroir pourrait se multiplier. Dans le sol, par exemple, et prendre la place des autres bactéries si elle peut se multiplier de façon rapide et incontrôlée. En fait, on n'a pas d'idée de comment est-ce qu'une telle bactérie pourrait se disséminer dans l'environnement, comment est-ce qu'elle interagirait avec le vivant. Voilà, peut y avoir un scénario un peu catastrophe. Et donc... Et une autre chose aussi qu'il faut ajouter, c'est que les bactéries, elles ont aussi des prédateurs. Donc elles se font aussi tuer par des virus, par exemple, ou certains organismes plus évolués. Et de la même manière que les virus reconnaissent des molécules chirales à la surface des bactéries, sur une bactérie miroir, les virus ne seraient plus capables de les reconnaître. Et donc on perd aussi les prédateurs naturels qui ont évolué pour avoir comme proie des bactéries d'une certaine chiralité. Alors, si on est dans je ne sais pas si on doit dire un monde idéal, un scénario optimiste ou un scénario très pessimiste, du coup, combien de temps encore il faudrait à la recherche pour qu'on arrive à avoir des formes de vie synthétiques comme ça qui soient miroirs ? Parce que, en théorie, c'est faisable. Alors, c'est dur à estimer. Les chercheurs disent que d'ici une vingtaine d'années, on pourrait réussir à générer ce type d'organisme vivant. Parce que la recherche gravite aussi autour de ces thématiques, la chiralité, que ce soit en chimie ou en biologie. Même s'il n'existe pas de cellules synthétiques, la recherche avance aussi dans ce domaine. Et avec les avancées technologiques que l'on connaît, on peut s'imaginer que les choses peuvent s'accélérer aussi. Et donc, ce qui est prédit, c'est que potentiellement, dans 20 ans, on peut avoir ce type d'organisme synthétisable, on va dire. Donc là, les auteurs de l'article dans Science, ils concluent, ils comparent tous les risques, les avantages potentiels, les inconvénients, et leur conclusion, c'est que les risques de travailler sur cette vie miroir sont trop élevés par rapport aux bénéfices qu'on pourrait estimer, et du coup, ils recommandent carrément de ne jamais développer ce type d'organisme. Ils appellent à une régulation internationale, à une réflexion globale et éthique sur comment y arriver. Et voilà, en gros, ils disent n'y allez pas, c'est beaucoup trop dangereux. Alors, est-ce qu'on peut se permettre dans le monde de la recherche de se passer du travail sur la chiralité, justement ? Est-ce que ce regroupement de chercheurs ou cet avis d'un groupement de chercheurs a une valeur ? Enfin, comment est-ce que cet article a été reçu un peu dans la communauté scientifique et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence, à votre avis ? Je vais commencer. La première chose d'ailleurs que je voulais dire, c'est qu'il y a eu un contre-article. Donc, il y a effectivement cet article où il y a une quarantaine de scientifiques qui ont argumenté et qui sont pour un moratoire. Mais je pense que les semaines d'après, il y a eu d'autres scientifiques qui étaient beaucoup moins alarmistes et qui ont donné des arguments pour dire que ça va peut-être pas arriver, on va peut-être pas arriver à ce scénario catastrophe, ne serait-ce que par exemple sur certains virus, sur certaines bactéries, il n'y a pas forcément la chiralité sur la surface. Donc cette notion de reconnaissance, elle n'est pas forcément évidente tout le temps. Donc c'est un débat entre les scientifiques. Il y a effectivement les alarmistes et les moins alarmistes. Donc ça reste encore un élément de discussion et c'est pour ça qu'on en a discuté tout à l'heure. Il n'y a pas encore, depuis cet article, il ne s'est pas passé grand-chose, entre guillemets, d'un point de vue juridique ou même politique à ce niveau-là, quoi. Donc les scientifiques qui sont là pour faire avancer le savoir, on est là pour pas se poser ce genre de questions. Finalement, c'est le but de la science, c'est le savoir et les connaissances.
Mais il y a toujours effectivement un moment où il faut se poser la question de l'éthique par rapport aux connaissances qu'on peut avoir, quoi, qu'on peut amener. Là, on est sur un débat éthique qui serait équivalent à est-ce qu'on peut cloner des embryons humains, etc. Je sais pas ce que vous en pensez. Et à votre avis, est-ce que ce moratoire va avoir dans les prochaines années un effet légal, ou est-ce que ça va empêcher le travail sur la chiralité? Comment ça va se profiler d'après vous? C'est dur à dire. Ce qui est sûr, c'est que parmi les auteurs de cette publication, il y a des gens qui travaillent directement sur la vie synthétique et pas forcément la vie miroir, mais ce qui gravite autour. Et je pense que l'idée, c'est pas non plus d'arrêter, en effet, complètement les recherches sur des thématiques qui peuvent se recouper. Enfin, sur des thématiques telles que la chiralité, l'origine de la vie, ça continuera. Après, je pense que l'idée de cet article, c'est aussi de se demander si le jeu en vaut la chandelle, en quelque sorte, d'alerter sur les possibles dangers et de se poser la question de est-ce qu'on veut financer aussi, parce que la recherche c'est des financements, est-ce qu'on veut financer ce type de recherche? Donc pour moi c'est plus un appel en fait à la réflexion de la communauté scientifique, mais pas que, aussi d'impliquer en fait ceux qui prennent les décisions, enfin les politiques, le gouvernement. C'est aussi une façon de... Alors c'est sûr que c'est un petit peu alarmiste, donc parce que je pense que l'idée c'est aussi d'impliquer les citoyens, de communiquer au large public pour que les gens sachent ce sur quoi travaillent les scientifiques. Donc l'idée c'est un peu d'essayer de communiquer, d'avoir un peu de la transparence sur ces thématiques. Ouais, tu veux compléter? Oui, effectivement, c'est le but de cet article, c'est un peu alerter le grand public, parce que cet article, après, il a été repris par Le Monde, enfin tous les journaux en ont parlé. Il y a eu un peu que les gens soient au courant de ce qui se fait au niveau de la vie avec la chiralité. Mais la chiralité, ça peut paraître nouveau, parce que on en a parlé maintenant dans Le Monde ou dans ces journaux-là. Mais c'est 1848, c'est Louis Pasteur, la découverte de la chiralité moléculaire. Donc, c'est essentiel pour les médicaments, c'est essentiel pour beaucoup de choses dans la vie. Les parfums sont chiro et il n'y a qu'une forme. Ce qu'on achète du parfum, c'est pas un mélange des deux formes. Autrement, on n'aurait pas les bonnes odeurs. Les médicaments, c'est la même chose. Un médicament qui doit être validé sur le marché, c'est pas une forme gauche plus droite, mais non, on doit séparer ces deux éléments. Donc tout ça, c'est des choses qui sont bien établies parce que simplement, on est fait de molécules chirales. Le débat, là, il se fait autour de la vie, créer une vie qu'on ne contrôlerait pas parce que c'est la vie miroir, quoi. C'est Alice au pays des merveilles. Si on lit Alice au pays des merveilles, elle rentre dans le miroir, dans un monde parallèle. Donc c'est un peu la même chose finalement. Donc là, le débat, il est plus sur cette possibilité de créer une vie synthétique plutôt que la peur de la chiralité. Et alors, sans rentrer trop dans la métaphysique, mais à partir de quand on considère qu'on a créé quelque chose de vivant, du coup? Alors ça, c'est la définition d'une cellule vivante, à partir du moment où on a une cellule qui est capable de répliquer son ADN et de se multiplier, c'est considéré comme une cellule vivante. Ok, donc ce qui est dangereux, c'est pas vraiment de travailler sur la symétrie en chimie ou dans le monde vivant, mais c'est de créer une forme de vie qui s'auto-multiplierait et qui n'aurait pas la même symétrie que le reste du monde. Voilà, exactement. Okay. Après, ce qu'il faut dire, je pense, comme point positif aussi, c'est que les chercheurs donc sont capables vous l'avez compris, de changer le génome des bactéries, de créer de nouvelles bactéries. Et on peut s'imaginer aussi avoir une forme de vie synthétique chirale, créée par les scientifiques, mais qui ne soit
pas capables en fait de se multiplier dans un monde qui a déjà une certaine chiralité. Donc après, les scientifiques sont capables de créer des méthodes de confinement en fait, où les bactéries, même si elles s'échappent dans le monde extérieur, elles ne sont plus capables de se multiplier parce qu'elles n'ont pas les nutriments qu'il leur faut pour leur croissance. Okay, et ça, on arrive à le faire relativement bien au laboratoire. Finalement, le message de l'article, c'est la peur de développer un objet qui n'est plus contrôlable. Donc, au-delà de la chiralité, c'est ce fait qu'on crée quelque chose qui vit par lui-même et qui va, en gros, tuer toutes les autres formes de vie, c'est-à-dire notre propre vie, quoi. Et est-ce que vous avez un exemple historique, pas forcément, mais un exemple historique d'un autre moratoire qui aurait été prononcé par le passé et qui aurait eu des conséquences sur les orientations de la recherche ou pas? Enfin, je ne sais pas s'il y a un précédent de ça et si celui-ci il va avoir un effet particulier. Il y a des tentatives, il y a des moratoires ou des tentatives de moratoire, ne serait-ce que la bombe nucléaire à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu énormément de scientifiques qui voulaient que ça s'arrête là, qu'on ne développe plus des bombes encore plus puissantes. Et bon, on voit le résultat, c'est que c'est plus les scientifiques qui contrôlent. Il y a un moment, c'est d'autres sphères, politiques ou autres. Donc le scientifique, il est là pour apporter le savoir, mais après, c'est plus le scientifique qui va contrôler effectivement le développement d'un objet ou de quelque chose, quoi. Oui, et je pense que l'article vient en ce sens aussi de dire il faut faire attention parce que potentiellement, il peut y avoir des gens mal intentionnés qui pourraient détourner l'utilisation de bactéries miroirs à des fins néfastes. À l'issue du congrès de cet article, il y a eu un congrès à Paris, à l'Institut Pasteur, où là, les scientifiques ont commencé effectivement à un congrès, donc discuter des côtés positifs, des côtés négatifs. Et je crois que c'est quelque chose qui est prévu ils ont prévu de le refaire annuellement ne serait-ce que pour alerter le public des évolutions de ces discussions. Mais je ne pense pas qu'ils aient un gros pouvoir pour imposer quelque chose au monde politique. Et oui, effectivement, dans l'actualité, il y a eu cette information de diffuser, mais il n'y a pas eu d'action derrière concrète sur des restrictions, en tout cas en termes d'éthique sur ce travail-là. J'imagine que l'éthique, ça change beaucoup aussi en fonction des gouvernements et des pays. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'on est particulièrement bien loti en termes d'éthique en France que par rapport à d'autres pays ? Ça concerne plus les biologistes, l'éthique. Oui, on suit des réglementations européennes par rapport à ça et c'est vrai qu'on fait partie des bons élèves pour tout ce qui est bioéthique. Ok, ça marche. Et est-ce que, je reviens un peu sur les hypothèses autour de la chiralité, sur les gens qui travaillent dans la chiralité en chimie, on disait ça fait partie des grandes questions fondamentales, etc. Je crois que j'avais posé la question tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des hypothèses quand même de qu'est-ce qui aurait provoqué le fait que sur Terre, il n'y a que des formes droites ou des formes gauches de certaines molécules ? Oui, effectivement, il y a plusieurs hypothèses et il y a énormément de recherches. Alors, la chiralité, c'est l'élément de la vie. Alors, certains se posent la question pourquoi est-ce que la vie s'est construite sous la forme gauche ou la forme droite, et il y a d'autres personnes qui raisonnent différemment en se disant est-ce que la vie aurait pu se construire s'il y avait la forme gauche et la forme droite en même temps. Et effectivement, si on raisonne comme ça, c'est comme si on mélange des ciseaux de gaucher et de droitier avec des gens qui ont qu'une main droite, on voit que ça peut pas fonctionner, quoi. Donc il y a des arguments pour dire que finalement il fallait qu'il y ait une des deux formes qui prenne la main sur l'autre pour avoir une forme de sélectivité dans les réactions chimiques qui se font dans le vivant et ces choses-là. Donc ça, c'est une première chose. Après, oui, il y a plein d'hypothèses. Le Big Bang, à quel moment, en fait, lorsqu'on fait une molécule qui est chirale, on a la probabilité de former autant l'une que l'autre. Donc on a 50% et 50%. C'est le cas de l'ibuprofène. Vous voyez que l'ibuprofène, il y a 50% de la forme gauche et 50% de la forme droite. C'est statistique.
comment est-ce que à un moment, il y a eu, on appelle ça une rupture de symétrie, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a eu un peu plus de l'un que de l'autre dans la vie. Alors, il y a plein d'hypothèses. Dans le Big Bang, on dit qu'il y a eu des rayonnements qui étaient polarisés, qui ont peut-être induit une différence. Il y a eu, il y a plein de théories. Il y a, par exemple, aussi des scientifiques qui ont envoyé une sonde sur une comète. Et dans la sonde, donc c'était la mission Rosetta, ils avaient des éléments pour voir s'il y avait des molécules chirales sur la comète. Et ils ont constaté qu'effectivement, il y a des molécules chirales sur cette comète, dans la glace de la comète, et qu'il n'y avait pas un mélange de 50-50. Il y avait déjà une rupture. Donc dans les comètes, on trouve des molécules organiques qui ont déjà une rupture de symétrie. Donc il y a certaines personnes qui ont la théorie que les comètes, elles ont apporté cette rupture de symétrie sur la Terre, et qui s'est amplifiée pour arriver à qu'il n'y ait plus qu'une forme gauche ou une forme droite. Donc voilà, après, il y en a qui ont fait des calculs statistiques. Est-ce que statistiquement, on pourrait avoir une forme qui prenne la main sur l'autre? Alors les calculs montrent que ce n'est pas possible, on reste toujours dans le bruit de fond. Enfin, voilà, il y a plein de théories. Il y a la religion aussi, mais ça, c'est pas un domaine de la science. Donc il y a diverses théories, mais après, pour le prouver, ça reste encore un domaine où il y a plein de choses à voir, quoi. Revenir à l'origine de la vie, et ça, a priori, on n'est pas encore capable de le faire. Ok. Alors, je suis sûre qu'après toutes ces notions-là, vous avez plein de questions dans le public. Ça va être à vous de poser des questions. Il y a un micro qui va circuler dans la salle. En attendant que vous vous manifestiez pour vos premières questions, n'hésitez pas. On peut peut-être passer sur les illustrations qui ont été faites ce soir par Amina, qui vont apparaître sur le dôme du planétarium dans quelques instants. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants ce soir? Oui, il y a une question. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir le rapport de la chiralité. Déjà, le terme date de quand? C'est une bonne question. Ça date pas de Pasteur, hein, parce qu'un objet chiral, ça date. Je ne sais plus si ça date de l'époque des Grecs anciens ou pas, mais ça, je ne peux pas vous répondre. Et quel est le rapport par rapport... Moi, j'avais appris l'évogire et dextrogire. Voilà. Et là, vous ne l'avez pas cité. Donc là, on va dans les détails. Effectivement, en fait, Pasteur, quand on dit l'évogire ou dextrogire, c'est qu'en fait, lorsqu'on prend une molécule qui est chirale et qui n'est pas un mélange 50-50, si on fait traverser de la lumière polarisée, on va faire dévier la lumière vers la gauche ou vers la droite. Et on dit que c'est l'évogire ou dextrogire. Dextrogire vers la droite, l'évogire vers la gauche. Et c'est comme ça que ce pharmacien Athan, il faisait des solutions, puis il a vu que cette molécule qui n'était qu'une forme droite faisait dévier la lumière vers la droite. Et Pasteur, lui, lorsqu'il a fait la synthèse, il n'y avait rien qui déviait, parce que comme il y avait autant de gauche que de droite, la lumière, elle ne déviait plus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Biot, qui date d'à peu près 10 ans avant Pasteur. Et c'est tout le génie de Pasteur, c'est d'avoir ramené ce savoir de Biot avec le pharmacien, d'avoir un peu rassemblé tout et surtout d'avoir observé des cristaux. Il a vraiment observé tous les cristaux à la main sous une loupe. Il a pris un par un et s'est rendu compte qu'il y en avait qui étaient miroirs de l'autre. Il a fait ça, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, il a fait ça juste avant de venir à Strasbourg, parce que Louis Pasteur a été professeur à l'Université de Strasbourg en 1847. Il a publié cet article en 1848, mais c'est des travaux qu'il a fait à l'École normale supérieure. Et donc la période à Strasbourg, c'est pas clair ce qu'il a fait, parce qu'après il est parti à Lille dans les années 1850. J'ai l'impression qu'il a beaucoup écrit, donc il a fait les articles, il les a écrits quand il était à Strasbourg. Et il était à l'époque, quand il était nommé à Strasbourg, c'était professeur à la faculté de pharmacie. Mais bon, les découvertes datent de la période où il était à Paris. D'ailleurs, juste à 2 blocs d'ici, il y a l'université. En 1840-1850, il n'y avait pas l'université de Strasbourg. Toute cette partie a été créée par les Allemands après 1870. Avant 1870, l'université de Strasbourg, c'était un bâtiment qui s'appelle l'Académie. Et si vous allez rue de l'Académie, qui est à deux blocs d'ici, c'est l'école. Maintenant, c'est une école maternelle. Vous passez devant, vous allez rue de l'Académie, vous verrez qu'il y a une plaque où ils écrivent ici Pasteur a contribué à la science. Donc ça, c'est un point de vue historique assez intéressant d'aller voir juste là à côté.
Puis avant la fusion des universités à Strasbourg, on avait l'université Louis Pasteur aussi. Oui, effectivement, c'était l'université Louis Pasteur. Ouais. Dans les articles scientifiques, le terme chiralité est apparu quand ? C'est... Moi, je ne l'ai jamais entendu, alors ça me surprend un petit peu. C'est pas Pasteur, parce que Pasteur, il parlait... Et justement, il y a eu une confusion entre l'asymétrie. Ouais. On peut très bien avoir quelque chose qui est asymétrique, mais qui n'est pas chiral. Et là, Pasteur, il a fait une erreur, parce qu'il a toujours parlé d'asymétrie. Et la chiralité, c'est arrivé à peu près une dizaine d'années après, au niveau de la chimie. Notamment Lebel, qui était aussi un chimiste alsacien. On a un institut juste à côté qui s'appelle l'Institut Lebel. C'est lui qui a montré qu'un carbone pouvait être chiral. Donc ça doit être dès 1860 à peu près, je pense. Ok, merci. Bonjour. Alors, en fait, de ce que j'ai compris, une bactérie a besoin de matière organique pour se maintenir. Mais donc, est-ce que la matière organique, justement, elle est composée de molécules avec leur propre chiralité. Et comment est-ce qu'on pourrait dire qu'une bactérie miroir pourrait consommer des molécules qui n'ont pas leur propre, qui ne sont pas elles-mêmes miroirs ? Est-ce que c'est possible ? Et justement, les craintes par rapport aux bactéries miroirs comptent ça dans... Alors, en fait, il existe plusieurs types de bactéries. Il y en a qui se nourrissent de matière organique et d'autres non. Donc, ça dépend du type de bactérie avec laquelle on travaille. Et ensuite, il y a certains composants qui peuvent être des nutriments pour les bactéries qui n'ont pas de chiralité et d'autres qui l'ont. Donc, en fait, c'est difficile à répondre comme question parce que on peut avoir des molécules, on peut avoir des bactéries qui sont capables de se développer sans molécules chirales, par exemple, enfin qu'avec que des molécules qui n'ont pas de chiralité, et d'autres où c'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'en fait, on peut réussir aussi à jouer sur, imaginons, on arrive à synthétiser une bactérie miroir en fonction de ce dont elle aura besoin pour pousser. On peut décider de est-ce que c'est des molécules que l'on trouve dans la nature ou pas. Et si c'est pas le cas, dans ces cas-là, elle pourra pas se propager à l'extérieur. Alors que si c'est le cas, elle y arrivera. D'accord. Je sais pas si j'ai répondu clairement à la... À peu près, je pense, oui. Merci. Je vais juste rajouter un petit commentaire. Un simple sucre. Le sucre est une molécule chirale et on n'a que la forme gauche ou la forme droite, je sais plus laquelle. La vitamine C, c'est une molécule pareille qui a deux formes. Il n'y en a qu'une qui est active et biologiquement, on ne trouve qu'une des deux formes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la vitamine C n'est pas chère. On prend un sucre et on le modifie en 3 étapes. Les chimistes sont capables en 3 étapes de modifier une molécule chirale en une autre molécule chirale. La vitamine C qu'on mange tous, elle n'est pas extraite des oranges. Autrement, il n'y aurait plus d'oranges sur la planète. On fait la synthèse à partir de sucre. Donc typiquement, une bactérie qui a besoin de sucre pour pousser, si c'est une bactérie miroir qui a besoin de l'autre forme de sucre, elle n'arrivera pas à pousser dans la nature où c'est l'autre forme qui existe. Et ça fait partie des arguments de la contre-publication de dire ces bactéries elles ne pourront pas manger la même forme de chiralité que nous, quoi. Donc elles ne pourront pas vivre quelque part. Mais il existe des bactéries qu'on appelle auxotrophes qui, elles, comme les plantes, ont besoin de lumière et de CO2 pour pousser et qui, elles, n'ont pas forcément... qui pourraient se développer. Le CO2, c'est chiral ou c'est pas chiral ? C'est pas chiral. Non, c'est pas chiral. Okay. Dès qu'on a un élément de symétrie dans un objet, il n'y a plus de chiralité. La cathédrale de Strasbourg, si je lui mets la deuxième flèche, il y a un plan de symétrie. L'image de la cathédrale de Strasbourg, s'il y avait les 2 flèches, elle n'est plus chirale. Okay. Voilà. Il y a une question encore là-bas. Oui. Bonsoir. Moi, je voulais savoir, pendant cette conférence, on parle que des bactéries, mais pour les virus qui sont chimiquement bien plus simples, est-ce qu'il y a le même intérêt ? Je ne sais pas. La question, c'est est-ce qu'il y a des laboratoires qui s'intéressent à synthétiser des virus miroirs, par exemple ? J'imagine, je ne sais pas. Je ne connais pas la réponse. C'est vrai que les virus sont plus simples,
parce qu'ils ont juste ADN ou ARN et leur enveloppe. Donc j'aurais tendance à dire que probablement, mais je ne sais pas. Au niveau de la biologie, par contre, on est capable de faire de l'ARN miroir qui est capable de produire. Donc c'est une première étape. C'est pour ça que, à mon avis, cet article est sorti. C'est que c'est une première étape vers la construction d'une vie miroir. On est capable de faire de l'ADN qui est le miroir de notre ARN, de notre ARN actuel. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? On a encore le temps pour une ou deux questions, donc n'hésitez pas. Alors, concernant les virus, moi je me souviens bien de mes cours de bio, mais c'était il y a un moment, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais comme c'est des organismes qui ont besoin d'infecter une cellule vivante pour se multiplier, là du coup on dépendrait complètement du mécanisme de reconnaissance dans la cellule, et donc peut-être qu'un virus miroir pourrait pas infecter une cellule pas miroir et vice versa, j'imagine. Oui, tu as raison. C'est-à-dire que pour maintenir un virus miroir, est-ce qu'il faudrait une bactérie miroir? Ou pas forcément une bactérie miroir, mais peut-être juste une bactérie qui a les enzymes qu'il faut à minima pour pouvoir faire reconstituer les virus. Ok. D'autres questions dans l'assemblée? Vous n'avez plus de questions. Il y en a une au milieu. Bonjour. J'ai lu un article il y a quelque temps sur un... Alors je ne sais plus ce que c'est exactement. C'est des labos qui synthétisaient un médicament. Et il y a eu une sorte de contamination dans un labo où ils ont eu l'autre molécule dans l'autre sens qui a un peu bousillé la chaîne de production. Et en fait, ça s'est disséminé dans le monde entier. Et maintenant, on ne peut plus synthétiser ce médicament. Je ne sais pas si vous... Biologiquement ou chimiquement? Chimiquement, je pense. Ouais, ça me dit rien, mais peut-être que... J'ai plus le nom du médicament en tête, mais d'après ce que j'avais lu, du coup, c'est un médicament qu'on ne peut plus du tout synthétiser. Bah, j'ai pas en tête d'exemple comme ça, mais bon, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est l'économie de la chiralité, c'est essentiellement les médicaments, effectivement. La majorité des médicaments, si on regarde les médicaments qui sortent chaque année, ils ont tous des éléments chiro, il faut séparer la forme gauche et la forme droite, il faut étudier l'activité biologique de la forme gauche séparément de la forme droite. Donc ça, c'est un élément très important. Et effectivement, si dans la synthèse, ils ont ils forment ils ont généré l'autre forme, c'est techniquement un problème. Ouais. Après, il faut savoir que séparer deux formes, gauche-droite, c'est quelque chose que les chimistes sont capables de faire depuis plus de 100 ans. C'est un domaine très établi. Hein. L'industrie chimique bâloise, énormément de gens travaillent sur des molécules chirales, séparent les molécules chirales, étudient ces molécules. C'est un très très gros... même encore maintenant, la croissance économique de la chiralité, l'économie autour de la chiralité, c'est 15% de croissance. Parce que c'est les médicaments, c'est tous les éléments qui nous touchent, les parfums, les pesticides, les insecticides, même ces choses-là par rapport à la vie, par rapport aux plantes, sont des éléments chiro, quoi. Donc c'est un très très gros domaine pour la chimie et pour les biologistes, évidemment. Parce que fabriquer des médicaments grâce à des bactéries, c'est une façon verte, quelque part, et durable de fabriquer des médicaments. Parce qu'on s'affranchit des précurseurs qui proviennent généralement du pétrole, quoi. Donc il y a un gros enjeu à faire des bactéries qui font les molécules dans le bon sens, du coup. Exactement, ou même dans l'autre sens. On peut peut-être prendre une dernière question ici. Oui. Donc si je vous comprends bien, quand on synthétise une molécule, très souvent, on a les deux formes. Et comment est-ce qu'on fait pour les séparer après ? C'est une très bonne question. En fait, c'est exactement comme ces deux formes, elles ont la même probabilité de se former, elles ont la même énergie, entre guillemets, on ne peut pas les séparer comme ça.
Et en fait, pour les séparer, je peux prendre une image. J'ai des ciseaux, je fabrique des ciseaux. C'est une forme gauche, forme droite. Ils sont mélangés. Je vais les séparer. Pour les séparer, je peux trouver si j'ai que ma main droite, avec ma main droite, je vais pouvoir séparer, voir lequel est bon pour le gaucher ou le droitier. Et je vais pouvoir les séparer. À l'échelle moléculaire, c'est la même chose. Il faut qu'on ait d'abord quelque chose, une molécule qui soit que la forme gauche ou la forme droite. Et à partir de ça, on va reconnaître dans le mélange, on va pouvoir séparer les deux formes. Et c'est exactement comme dit, un mélange de ciseaux. Et avec ma main droite, je vais arriver à séparer les deux, quoi. Donc c'est une industrie, l'industrie chimique qui fait ça, et aussi un peu biologique. On peut utiliser des enzymes pour séparer ces formes. Mais c'est en termes d'impact économique et d'emploi, c'est énorme en fait. On ne se rend pas compte, mais c'est un très gros domaine de la chimie, notamment pharmaceutique. Merci beaucoup. Alors moi, il y avait encore une question ? Ouais. Ah oui, au milieu. Attendez, on va vous passer un micro. Oui, bonsoir ou bonjour. La moitié qui est perdue, elle est mise à la poubelle. Qu'est-ce qu'on en fait ? Ça dépend des process. Il y a certains médicaments, donc effectivement, on fait le mélange et on sépare. Et effectivement, il y a une des deux formes qu'on ne va pas pouvoir utiliser. Et on a des procédés chimiques pour on dit racémiser, c'est-à-dire reformer à 50%, à 50-50. On arrive à reformer le mélange 50-50 et à reséparer encore une fois. Donc on ne perd pas la deuxième molécule. Donc ça, c'est des procédés qui sont bien établis dans l'industrie. À Ludwigshafen, à BASF, à des procédés biologiques pour faire ça, pour la synthèse de certaines vitamines, enfin des choses comme ça. Mais ils ne jettent pas la deuxième partie. C'est vrai que ça fait un rendement qui serait divisé par 2, quoi. Exactement. Jusqu'à présent, l'ibuprofène, lorsqu'on mange 400 mg d'ibuprofène, en réalité, il n'y a que 200 mg qui sont efficaces. Mais les autres 200 mg qui n'ont pas d'activité médicinale, votre foie, il doit quand même le métaboliser, quoi. Donc c'est pour ça que faire un médicament où il n'y a qu'une des deux formes, ce que les Allemands ont fait là et commercialisent déjà, c'est pas bête, quoi. Mais ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher, ouais, effectivement, ça coûte plus cher. Alors, j'ai une dernière question pour vous. Si vous vouliez que le public ne retienne qu'une chose de cette rencontre ce soir et de la question sur la vie miroir, alors est-ce que dangereux, pas dangereux, etc., qu'est-ce que vous voudriez qu'ils retiennent ? Avec quel message ils repartent ce soir ? En fait, j'ai pas trop réfléchi à cette question. Je dirais qu'il ne faut pas repartir trop alarmiste, même si l'article qui est sorti l'est. Il faut faire confiance aux scientifiques. C'est bien déjà qu'ils se posent la question, en fait, et qu'ils informent les gens qu'il y ait une réflexion. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de dérive, en fait. Donc, ne ressortez pas en ayant peur des bactéries. Oui, je suis d'accord avec toi. Ce qui fait peur, c'est pas le côté miroir, c'est de créer la vie artificielle finalement. Donc c'est ça qui est peut-être qui fait le plus peur dans ces recherches. Et moi, ce que j'espère, c'est ce que vous avez retenu, qu'on est dans un monde où la chiralité est partout, quoi. Donc maintenant, quand vous regarderez des choses, vous vous posez la question, est-ce que son miroir est superposable à lui-même ? Et vous verrez que dans beaucoup de cas, tout est chiral. Pas tout, mais bon, beaucoup de choses sont chirales. Il est possible qu'un jour on trouve une forme de vie où tout serait à l'opposé. Exactement. Ça reste à voir. On sollicitera les chercheurs dans quelques années pour nous dire où ça en est et comment est-ce qu'on a avancé sur le sujet de la vie miroir. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses et tout cet échange. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci. Merci à vous. Pour cet exercice qui n'est pas toujours facile. Et nous arrivons... Pardon. Ah oui, c'est bon, je viens de comprendre ce que tu voulais me signifier. Nous arrivons du coup à la fin de cette rencontre. C'était déjà la dernière de la saison
2025-2026. Cette année, si on fait le récap, on s'est posé plein de questions. On s'est demandé si on pouvait télécharger nos cerveaux, si on connaissait mieux l'espace que les fonds marins, à qui appartenait l'espace, si on devait avoir peur des astéroïdes, comment contrer les maladies neurocognitives, si la violence participait à l'organisation sociale. Donc tout un tas de choses que vous pouvez réécouter si vous avez loupé les réponses à ces questions. Vous pouvez les réécouter en vous rendant sur le magazine Savoir de l'Université de Strasbourg et en écoutant leur podcast. Merci de l'avoir posé. Vous pouvez aussi réécouter toutes les rencontres Épique Époque qui sont enregistrées dans le planétarium sur la chaîne YouTube du Jardin des Sciences. Pour le programme des prochaines rencontres et les prochaines questions, rendez-vous fin août quand la programmation sortira. Mais en tout cas, on peut déjà vous dire qu'elles reprendront le 8 octobre 2026 pendant la fête de la science. C'est aussi un événement super important qui aura lieu du 2 au 12 octobre. Il y a tous les labos de Strasbourg et de France et même du monde qui seront mobilisés pour cette fête de la science. Donc il y aura plein d'animations. Ne manquez surtout pas le programme. Et la thématique de cette année, ce sera saveurs savantes. Donc on va probablement parler de cuisine, de sciences, de la gastronomie et autres. Pour patienter encore, n'hésitez pas à consulter le site web du Jardin des Sciences pour rester au courant de toutes les activités, les visites, les séances de planétarium, etc. Donc merci à vous tous et toutes de venir à ces rencontres toujours nombreux et nombreuses, et on se donne rendez-vous à la rentrée scolaire 2026 pour de nouvelles questions d'Épique Époque. Bravo et merci.